quand on a déjà au moins une connexion dans l'entreprise dans laquelle vous candidatez, que ce soit en tant que stagiaire ou que ce soit en termes de contrat définitif, vous avez 4 fois plus de chances d'être recruté. Donc le phénomène du réseau, en France ou partout dans le monde, il est majeur. Il n'y avait pas de country manager à cette époque-là. Les postes ont été créés en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne à peu près à la même époque. Et j'ai passé 15 entretiens avant de rejoindre LinkedIn. Donc, 15 entretiens. Un processus assez lourd dans le cadre effectivement d'une création de poste. L'une des questions qu'il m'avait posées était, voilà, vous avez un dîner à organiser, vous invitez 5 personnes, vivantes ou pas, mais en tout cas je dois les connaître, enfin je dois savoir de qui vous parlez, et vous me dites qui et pourquoi. Oh, ça tombe dessus comme ça. Ça tombe dessus comme ça. Et immédiatement, le premier invité qui m'est venu à l'esprit était Zlatan Ibrahimovic. Bon, c'était le moment où il était aussi au PSG. Absolument. Voilà, pas forcément le goût des mathématiques. J'ai donc eu mon bac scientifique avec mention, mais un 5 en maths. Je voulais faire une cagne. On m'a dit non, tu vas faire une école de commerce. Et donc, j'ai un peu souffert pendant mes années de classe préparatoire sur le sujet des mathématiques. Et fort heureusement, j'ai trouvé mes bases et mes fondamentaux sur les autres matières. Voilà. Si j'ai pas d'opportunité d'évolution de carrière, si elles sont pas claires, si j'ai pas d'opportunité de mobilité, le taux de rétention, il est beaucoup plus bas. Et ça c'est tout âge confondu. C'est très clair. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Big Boss de Plein de Grandes Écoles qui donne la parole aux dirigeants d'entreprises de diverses institutions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver chez LinkedIn France avec Fabienne Arata-Camps qui est Country Manager du réseau social LinkedIn. Fabienne, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. J'aimerais commencer par vous demander un petit peu une présentation générale, qui vous êtes, dans quel contexte vous avez grandi et quelques mots sur votre parcours scolaire. Bonjour et merci de votre invitation. Ravie d'avoir cet échange. Qui je suis ? Donc je dirige les activités de LinkedIn en France depuis maintenant un peu plus de 8 ans. Je suis la maman de 2 garçons, dont l'un attend ses résultats-là d'admissibilité pour les écoles de commerce. Certains d'entre eux sont en train de tomber au moment où on se parle. Et l'aîné a fait une école d'ingénieur et un master finance à l'ESCP. Donc j'ai baigné dans l'univers des prépas et des grandes écoles depuis quelques années maintenant grâce à mes 2 garçons. En ce qui me concerne, je suis la fille unique d'un papa italien dont la famille est arrivée en France au milieu des années 30. Et donc ça a imprimé chez moi un certain nombre de choses en ce qui me concerne mon parcours professionnel, les choix que j'ai pu faire également, ou les non-choix, puisque au début, effectivement, j'ai plutôt obéi à l'injonction paternelle qui consistait à me dire qu'il fallait que je sois dans une filière scientifique, ce que j'ai fait. Mais j'avais pas forcément le goût des mathématiques. J'ai donc eu mon bac scientifique avec mention, mais un 5 en maths. Je voulais faire une cagne. On m'a dit non, tu vas faire une école de commerce. Et donc, j'ai un peu souffert pendant mes années de classe préparatoire sur le sujet des mathématiques. Et fort heureusement, j'ai trouvé mes bases et mes fondamentaux sur les autres matières. Voilà. Donc vous avez fait vous-même une prépa, oui. Qui s'appelait prépa HEC à l'époque. Oui, absolument. C'est ça, en 1 an ou en 2 ans à l'époque ? Alors c'était en 2 ans. En 2 ans, d'accord. Et si on cubait, on faisait 3 ans. Ok. Quel souvenir vous gardez de la prépa en quelques mots ? J'en garde un souvenir assez nuancé. Les points positifs, une grande solidarité. Ouais. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, je pense que la manière dont on apprend en prépa, le rythme qui est demandé, la rigueur et l'exigence qui sont attendues, c'est quelque chose qu'on garde tout au long de sa vie professionnelle. Et ça donne des bases, et je suis tentée de dire cette nature de base, elles sont presque même plus importantes que ce qu'on apprend en école par la suite, parce que ça formate, donc ça c'est la première des choses. Et puis alors c'était moins le cas dans la prépa que j'ai faite, mais certaines classes prépa donnent l'opportunité à leurs élèves d'avoir un début de réseau très fort, et on y reviendra fort probablement dans notre conversation,
fragmentation, mais cette notion de réseau, d'anciens, elle est extrêmement importante, évidemment, dans le suite de sa carrière professionnelle. Et quel meilleur endroit pour en parler que LinkedIn, effectivement, de cette dimension de réseau. Donc, suite à votre prépa, donc, vous intégrez ce qui était l'ancêtre en fait, de Schema, hein, l'ESC Lille. Voilà, comment ça se passe, la vie à Lille? Est-ce que c'était déjà une ville où vous étiez initialement, où vous découvriez cette ville? Pas du tout. Le hasard des concours ont fait qu'effectivement, j'ai intégré Sup de Lille. J'ai découvert cette ville qui était plutôt très festive, évidemment. J'ai découvert également la compétition avec nos camarades de l'EDEC. Donc, un certain nombre de soirées communes et de compétitions sur un certain nombre d'autres sujets. Voilà, j'ai appris énormément de choses et surtout, j'ai commencé de découvrir toutes les matières que je connaissais évidemment très peu, la stratégie, le marketing, la finance et évidemment les sujets de ressources humaines. Qu'on ne voyait pas en prépa, hein. Effectivement, c'est un monde complètement... Comment on sent, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais de la fin de la prépa à l'école de commerce, on parle souvent d'un désenchantement, d'une désillusion. Est-ce que vous aussi, vous avez eu un petit peu ce moment où vous cherchiez un petit peu, où vous étiez un petit peu déçu peut-être des cours? Non, je parlerais plutôt d'un soulagement. Soulagement, d'accord. Je veux dire, ne plus avoir de colle de maths, déjà, ça m'a considérablement soulagée. Non, au contraire, énormément de découvertes, parce que des matières telles que la stratégie ou le marketing me passionnaient. Ouais. Donc ça, c'était un sujet. Et puis l'occasion de faire des stages, de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Donc, moi, je n'ai pas vécu du tout ce désenchantement, mais effectivement, ce que vous évoquez est très juste. Je le constate avec des jeunes que je rencontre et qui sortent de prépa et qui rentrent, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de commerce. Ouais. Est-ce que c'est lié à la pression qui retombe aussi ? Mais peut-être un phénomène de déception sur les premiers mois. Vous gardez des amis de vos années d'école ? Oui, absolument, je garde des amis. Alors, c'est assez drôle puisque je ne les avais pas vus depuis plusieurs dizaines d'années et j'ai eu l'occasion de les revoir très récemment à l'occasion d'événements de Schema, puisque Sup de Lille, ayant fusionné avec le CERAM de Nice, est maintenant devenu le Schema. Donc j'ai eu l'occasion de les revoir. On s'est aperçu qu'aucun d'entre nous n'avait changé. Ouais, finalement, ouais. On se retrouve des années après. Et toi, vous avez prononcé le mot, hein, Schema, effectivement. Vous l'avez rejointe récemment en tant qu'administratrice, c'est ça, donc membre en gros du conseil d'administration. Pourquoi vous avez voulu rejoindre votre alma mater et comment vous percevez son évolution depuis ces dernières années ? Son évolution a été absolument fantastique à trois égards. Le premier, c'est que ce qui était précédemment Sup de Lille et CERAM devenu Schema est devenu, je dirais, l'école de commerce la plus internationale qui soit, parce que, sauf erreur de ma part, aucune école n'a aujourd'hui le nombre de campus à l'étranger qu'à Schema. Alors beaucoup, évidemment, ont des échanges de grande valeur avec d'autres écoles à l'étranger, mais des campus partout dans le monde et dans toutes les régions, ça c'est quelque chose qui est un unique. La richesse, évidemment, des parcours, des formations qui sont dispensées aujourd'hui, que ce soit évidemment les parcours grandes écoles, mais l'ensemble des bachelors, et puis toutes les formations complémentaires sur des sujets très spécifiques du type IA, du type green, qui sont aujourd'hui des compétences extrêmement demandées, sont remarquables. Et puis enfin, Schema a fait un bond prodigieux dans les différents classements. Et sauf erreur de ma part, dans l'un des derniers classements, est arrivé 4e ex-aequo avec le M Lyon. Donc une formidable progression liée à l'énergie d'Alice Guillon et de l'ensemble de l'équipe pédagogique. Donc un formidable travail réalisé par toutes les équipes depuis maintenant une quinzaine d'années. C'est une belle trajectoire. D'ailleurs, c'était une meilleure campagne. Hein, tout est une question de trajectoire. Et c'est vrai qu'il y a une très belle courbe. Alice Guillon aussi, avec qui on discutait
qui nous a dit que parfois les gens l'interpellent en disant « mais c'est toi qui as fait Schema !» Et effectivement, à l'époque, tout le monde la prenait entre guillemets pour une folle, c'est-à-dire lancer une fusion comme ça d'une école, c'était complètement inédit, et des années après, on voit que finalement ça a porté ses fruits. Donc non, effectivement, un modèle très international. Et voilà, les étudiants qui seront admissibles, je vous invite à bien passer vos euros à Schema, bien sûr, et à bien les préparer surtout avec un format du CV projectif qui est tout à fait inédit. Donc, après Schema, le CELIL à l'époque, voilà, vous choisissez d'intégrer Manpower, c'est ça ? Non, IBM. IBM, d'abord. D'abord IBM, où vous passerez plus d'une vingtaine d'années, sur des thématiques aussi RH à la fin. C'est ça ? Pour partie, oui. Partie, ok. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette expérience ? Donc j'ai effectivement rejoint IBM, alors encore une fois sous l'injonction paternelle, puisque j'avais fait tous mes stages dans la pub, dans des très grandes agences de pub, et que j'étais plutôt orientée marketing que tech. Et suite à un pari, je dois dire, un peu ridicule avec des camarades justement de l'EDEC, qui n'avaient pas réussi leurs entretiens, je leur ai dit non mais attendez, moi je vais les passer, vous allez voir. Et évidemment, malheureusement ou heureusement, la vie fait son chemin, et donc j'ai réussi mes entretiens chez IBM. Et quand j'ai dit ça à mon père, il m'a dit tu vas aller chez des gens sérieux, c'est des gens très bien IBM, plutôt que de faire de la communication qui lui semblait un peu moins appropriée. Donc une nouvelle fois, j'ai obéi, mais au final, j'y suis restée effectivement 22 ans. 2 raisons pour lesquelles j'y suis restée 22 ans. La première, et c'est probablement la raison pour laquelle les entretiens s'étaient très bien passés, c'est que je me suis sentie pendant de très nombreuses années extrêmement proche de la culture et des valeurs d'IBM, dont le propos était d'apporter la technologie au plus grand nombre et de faire en sorte que la technologie soit une force de progrès pour la société, pour le monde qui nous entoure. Et c'est quelque chose dans lequel je me reconnaissais. Et puis, une très grande importance accordée à l'éthique et au respect à plein d'égards. Donc c'était des ingrédients de culture et de valeurs qui m'ont profondément attachée à cette entreprise pendant de nombreuses années. Et puis la deuxième raison, et quand je regarde cela maintenant avec un peu de recul et quand je vois ce dont on parle aujourd'hui dans les entreprises en termes de mobilité interne, IBM était extrêmement précurseur puisque l'usage voulait qu'on change de métier à peu près tous les 2 ou 3 ans. Et donc, j'ai eu l'opportunité, en restant dans la même entreprise, de faire des choses radicalement différentes à peu près tous les 3 ans. Donc, j'ai commencé par ingénieur d'affaires, puis j'ai eu l'opportunité de partir à Londres pendant 3 ans, de prendre une direction sur les sujets logiciels au niveau d'IBM Europe, et puis ensuite d'être Chief of Staff du directeur général de l'époque. D'accord. Et de prendre mon premier PNL, mon premier compte d'exploitation pour diriger une filiale, de gérer la transition et la cession de cette filiale. Et effectivement, au passage, une expérience dans le conseil, puisqu'on venait de racheter à l'époque Price, et de faire l'intégration de la practice Human Capital Management, donc qui avait en charge les activités de conseil sur les sujets RH pour les clients d'IBM. Donc ça a été effectivement mon premier pied à l'étrier sur des sujets de type RH. Consulting RH. Ayant dirigé une filiale et fait la cession, il est venu pour moi le temps de la réflexion en me disant, bon voilà, j'ai passé 22 ans, j'arrive à peu près à 45 ans, soit je reste chez IBM jusqu'à la fin de mon parcours, soit je pars maintenant. J'ai eu une sorte de sentiment d'urgence et je rejoins effectivement le groupe Manpower pour travailler cette fois-ci, non pas sur des sujets de cession, mais sur des sujets d'acquisition dans le même domaine. Donc tout ce qui était consulting IT, prestation de services et formation professionnelle. Ok. Donc là, vous mettez un peu les 2 pieds effectivement plus dans le monde des RH. Et donc, on va faire un petit bond dans le temps en 2017. Donc là, vous rejoignez le réseau, le groupe LinkedIn. Comment ça s'est fait ? Comment on passe du groupe Manpower à LinkedIn, qui sont pourtant liés par le monde des RH, mais quand même une entreprise très tech de l'autre côté. Comment ça s'est fait, ce passage ? Alors effectivement, mon parcours
on va dire le double passage tech chez IBM et RH chez Manpower pourrait se dire c'était absolument logique qu'elle aille chez LinkedIn. Et pour autant, pas du tout, rien n'était écrit. Et j'ai l'habitude de dire qu'au final, je suis un pur produit de LinkedIn parce que à un moment, je me souviens, c'était en février 2016, une de mes amies m'appelle, une de mes connaissances professionnelles plutôt, on est devenus amis par la suite, que j'avais connue chez IBM, puis croisée chez Manpower, m'appelle et elle me dit, écoute, ils ouvrent le poste chez LinkedIn, est-ce que tu veux que je donne ton nom? Je dis, écoute, oui, pourquoi pas, donne mon nom, je n'étais pas forcément en recherche. Elle a donné mon nom et je suis rentrée dans le process d'entretien. Le poste de country manager, donc Country manager, qui était une création de poste, puisqu'il n'y avait pas de country manager à cette époque-là. Les postes ont été créés en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne à peu près à la même époque. Et j'ai passé 15 entretiens avant de rejoindre LinkedIn. Donc 15 entretiens. Un processus assez lourd dans le cadre effectivement d'une création de poste. Il y a un exemple par exemple de ce qu'on vous a demandé en entretien sur un des 15 entretiens, si on peut se remémorer, une petite anecdote peut-être à partager sur ces entretiens. Oui, le tout premier entretien que j'ai passé, d'ailleurs c'est une question que j'ai de nouveau l'habitude de poser. La personne qui m'a fait passer l'entretien, donc c'était pas très loin d'ici, dans un café Place des Ternes. Au début, on était censé passer 1 heure d'entretien et puis au final, on a refait le monde quasiment toute l'après-midi. C'est bon signe en général. Voilà, c'était plutôt bon signe. Mais l'une des questions qu'il m'avait posées était, voilà, vous avez un dîner organisé chez vous, vous invitez 5 personnes, vivantes ou pas, mais en tout cas, je dois les connaître, enfin, je dois savoir de qui vous parlez, et vous me dites qui et pourquoi. Donc, ça tombe dessus comme ça. Et immédiatement, la réponse, le premier invité qui m'est venu à l'esprit était Zlatan Ibrahimovic. Bon, c'était le moment où il était aussi au PSG. Absolument. Et je suis une grande fan de Zlatan pour un certain nombre de raisons, pas forcément footballistiques. mais donc voilà, et j'ai construit mon dîner de cette manière-là. Mais en tous les cas, c'est une question, quand je la pose parfois, je m'aperçois qu'au final, les gens ne répondent pas forcément. Donc déjà, ça dit quelque chose, qu'on puisse répondre ou pas. Cette question, elle dit aussi quelque chose de vos centres d'intérêt. Et elle dit enfin quelque chose sur la manière dont vous connectez, dont vous organisez les relations entre les uns et les autres. Et pour nous qui sommes un réseau social et notre métier, c'est de connecter les professionnels entre eux et avec les entreprises, évidemment, c'est une question qui fait sens. Bien sûr. Très intéressant, une belle découverte. En tout cas, si Zlatan nous écoute, il est le bienvenu à la maison. Ouais. Bienvenue Simon, je pense que maintenant il est loin, il est en train de zlataner ailleurs. Ouais. LinkedIn, parlons-en un petit peu. On a vu que le réseau social s'est transformé. Moi j'ai en tête en fait une évolution comme vraiment un réseau qui est vraiment dédié à la recherche d'emploi. Vraiment, j'ai besoin d'un emploi, je dépose mon CV, je me fais contacter. À aujourd'hui un vrai réseau social de partage d'idées, d'opinions, de réactions, d'algorithmes aussi. Est-ce que vous confirmez cette évolution? Est-ce que c'était quelque chose qui était poussé en interne ces dernières années? Alors, sans nul doute, effectivement, une évolution sur l'entièreté d'une chaîne de valeur, qu'elle soit à destination des professionnels, et ce sont les ingrédients que vous venez d'évoquer, ou à destination des entreprises. En revanche, ce qui est fondamental dans la manière dont nous construisons la plateforme et dont nous proposons l'ensemble de ces ingrédients aujourd'hui à 30 millions de professionnels en France et 1,2 milliard dans le monde, c'est la force de l'ambition d'origine qui, elle, est restée intacte. Et notre propos, il est d'offrir à chaque professionnel partout dans le monde des opportunités économiques. Et le mot « chaque » reste et est profondément le mot le plus important de cette ambition d'origine. Et opportunité économique se décline sous 2 acceptions. La première qui s'adresse aux professionnels que nous sommes, c'est-à-dire vous, moi, l'ensemble des étudiants ou jeunes qui démarrent leur carrière ou plus expérimentés, qui font qu'à compétences égales, notre propos est d'offrir un accès
c'est égal à l'emploi, Oui. égal au réseau et égal, effectivement, vous l'avez dit, à la formation et à l'information. Et puis, la deuxième acception d'opportunité économique, c'est celle qui, cette fois-ci, s'adresse aux entreprises pour les accompagner sur 3 grands sujets qui régissent le développement d'une entreprise, à savoir, effectivement, avoir les talents au bon moment, au bon endroit et les compétences dont elles ont besoin, tant les acquérir et les recruter que les développer également. Développer leur prospection commerciale, toute taille d'entreprise, qu'on soit un créateur d'entreprise, un start-upper, une entreprise de taille intermédiaire ou de très grands groupes. Donc, comment est-ce qu'on utilise l'audience professionnelle sur LinkedIn pour faire son développement et son activité commerciale. Et puis, enfin, troisième sujet d'accompagnement de LinkedIn auprès des entreprises sont évidemment les campagnes de communication. Donc, communication institutionnelle, produits et évidemment marque employeur. Ok, donc c'est comme ça que vous gagnez votre argent. C'est aussi une question qu'on se pose, que nous on s'inscrit, c'est gratuit, et donc on peut payer LinkedIn Premium peut-être. Vous collaborez avec des institutions pour les accompagner dans le recrutement, accompagner dans l'acquisition aussi peut-être de leads commerciaux ou autres. Donc c'est comme ça effectivement que LinkedIn... Absolument, ce qu'on appelle dans le jargon des plateformes la monétisation des activités de LinkedIn se fonde sur les activités B2B, sur les sujets de talent, les sujets commerciaux et les sujets de communication et de marketing. Ok, et quels sont les challenges de LinkedIn en France particulièrement sur ce marché-là ? Je dirais que nos challenges ne sont pas profondément différents de ceux des autres pays, puisque le premier, il est d'accompagner les professionnels sur l'ensemble de leur parcours, quel que soit le moment et quelles que soient leurs attentes, que ce soit en termes d'emploi, de réseau ou de formation. Et aujourd'hui, 3 grands sujets. Le premier, l'arrivée de l'IA générative qui bouleverse radicalement la façon dont nous travaillons et dont nous allons tous travailler. Et ça, c'est valable également pour les organisations et les entreprises. Le second, la transition écologique qui fait que chacun d'entre nous doit se doter d'un certain nombre de compétences dites vertes, quels que soient les métiers. Et puis enfin, le troisième, la transition démographique. Alors ça, c'est vrai pour les profils plus expérimentés, mais pour les entreprises, ça implique qu'elles mettent en place des parcours de formation, de mobilité interne et de développement des compétences tout au long de la vie professionnelle. Et ça démarre dès l'embauche. Pourquoi, selon vous, c'est important en tant qu'étudiant de se créer un compte LinkedIn et pas seulement un compte, on va dire, passif ? Comment on peut être actif sur LinkedIn et quels sont les intérêts à le faire vraiment en tant qu'étudiant ? Les 3 raisons pour lesquelles il est évidemment indispensable d'avoir un profil LinkedIn. La première, c'est que ça permet de matérialiser le réseau qu'on a commencé de se construire de manière un peu informelle alors en prépa, mais pas seulement, il y a toute forme de réseau. Mon fils aîné avait trouvé son premier stage grâce au papa de l'un de ses camarades de prépa. Et donc de connecter les professionnels qui sont susceptibles de vous aider, de vous accompagner pour trouver vos premiers stages. Donc ça, c'est le premier sujet. Commencer d'avoir les codes de la construction du réseau parce que c'est indispensable. Et je vais vous citer un chiffre de ce point de vue-là. Aujourd'hui, quand on a déjà au moins une connexion dans l'entreprise dans laquelle vous candidatez, que ce soit en tant que stagiaire ou que ce soit en termes de contrat définitif, vous avez 4 fois plus de chances d'être recruté. Donc le phénomène du réseau, en France ou partout dans le monde, il est majeur. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, ça vous donne une information extrêmement fine sur les métiers que vous pouvez envisager, mais surtout les entreprises dans lesquelles vous souhaitez ou vous envisagez de candidater. Ça vous donne, au-delà d'une information, on va dire, un peu livresque ou un peu théorique que vous pourriez avoir de multiples manières, ça vous donne le vivre en entreprise parce que les collaborateurs vont partager un certain nombre de choses et parce que les dirigeants vont s'y exprimer. Okay. Et donc, je souscris effectivement à ce que vous venez de souligner sur il faut être actif. Et être actif, ça veut dire
si demain j'envisage de candidater chez LinkedIn ou chez L'Oréal ou chez Engie, que sais-je, je vais commencer par me familiariser avec les prises de parole de leurs dirigeants, avec les valeurs de cette entreprise, avec ses enjeux, et je vais commencer à regarder évidemment sa page, les posts et un certain nombre de contenus qui sont partagés pour mieux la connaître. Ce qui va faire déjà une chose, c'est que parce que je vais être plus familier avec les codes et les enjeux de cette entreprise, forcément je serai meilleur lorsque j'aurai les premiers échanges et mes premiers entretiens. Tout à fait, et même des mots-clés d'ailleurs qui sont très propres à certaines entreprises, ou notamment aussi pour un étudiant, je ne sais pas, admettons quelqu'un qui veut postuler dans une boîte en finance, peut-être qu'il a intérêt à publier lui-même un petit peu du contenu sur le monde de la finance, comme ça le recruteur qui verra sa page, verra qu'il déjà il a des pistes de réflexion, il challenge quelques éléments, ça en dit long. C'était très important de le mentionner aussi, donc voilà, n'hésitez pas à faire vos profils LinkedIn. Et un petit mot aussi pour les prépas. Donc nous, sur notre média Mister Prépa, on vous le dit très souvent, un cheat code pour les oraux, c'est d'aller regarder les profils LinkedIn des anciens de l'école dans laquelle vous passez vos oraux, exemple Schema, et si vous réussissez à mentionner le nom et prénom peut-être d'un diplômé de l'école qui travaille dans une boîte qui vous intéresserait pendant l'oral, à Schema par exemple, vous marquez vraiment des points. Donc n'hésitez pas à les utiliser, à contacter les gens sur LinkedIn pour dire au moment des euros, j'ai pu discuter avec un tel ou un tel, ça montre que vous êtes vraiment intéressé et projeté dans l'école. Petite parenthèse parce que c'est les euros qui arrivent et sur Mister Prépa quand même on a à cœur de vous en parler très, très souvent. Un autre élément aussi que j'aimerais, sur lequel j'aimerais vous amener, c'est du coup sur ce rôle de country manager. C'est un poste qui est, je pense, très prenant. Comment vous conciliez justement ce poste de direction avec votre vie personnelle, cette question vie pro, vie perso, vous l'entendez très souvent, je pense, sur vos thématiques. Voilà, qu'est-ce que c'est de vivre une journée dans la vie d'une country manager chez LinkedIn ? Déjà, quels sont les points saillants du rôle ? L'essentiel du rôle consiste à accompagner les équipes ici. Et je pense que c'est vrai pour tous les rôles de management, quel que soit le niveau hiérarchique ou le niveau de seniorité. En tant que manager et également en tant que collègue de plus en plus, on a la nécessité absolue de faire attention à l'autre et de regarder comment est-ce que je peux le soutenir, le développer, l'accompagner sur un certain nombre de réflexions, d'enjeux, que ce soit business ou que ce soit sur un certain nombre d'engagements. Et chez LinkedIn, on est très engagé sur un certain nombre de causes pour faire en sorte que le marché de l'emploi soit le reflet de ce qu'on a envie en tant que professionnel qu'il soit. Vous êtes combien ici dans le bureau parisien ? Alors, ce sont des chiffres sur lesquels on ne communique pas. D'accord. En revanche, LinkedIn, de manière mondiale, nous sommes 17 000 personnes. Ok, très bien. Ça fait du monde. Donc, mon quotidien, c'est principalement passer du temps avec l'ensemble des équipes, passer du temps avec nos clients. Okay. Donc, c'est beaucoup écouter, beaucoup comprendre, être éminemment curieux ou curieuse, et puis échanger avec... on va dire les parties prenantes du marché de l'emploi et des compétences en France, que ce soit évidemment la puissance publique à plein d'égards, mais que ce soit également l'ensemble des think tanks, des groupements, des cercles, des associations qui réfléchissent pour faire progresser les compétences et l'emploi en France. Donc voilà ce qui occupe mon quotidien. En termes d'équilibre vie pro, vie perso, je dirais que j'ai toujours réussi, alors je ne sais pas comment je m'y suis prise, mais à avoir des frontières assez claires. Il m'arrive assez rarement de travailler le week-end. Et de longue date, je m'arrête, on va dire, le vendredi autour de 17h. Alors, quand les enfants étaient plus petits, je m'arrêtais le vendredi à 17h pour aller chercher à l'école. Maintenant, je m'arrête à 17h pour m'occuper de moi et aller nager. Donc, j'arrive à gérer ça de manière... plutôt correcte. J'ai la chance d'être très organisée à la maison. Après, il faudrait demander ça à mon mari et à mes garçons, mais je trouve que ça roule plutôt assez bien. Tu as pu trouver un équilibre. La PME familiale tourne à peu près correctement, oui. Très intéressant. Pour terminer, j'ai deux petites questions. Qu'est-ce qui reste encore à travailler
sur LinkedIn France? Quelles sont vos pistes encore d'amélioration, parce qu'il y en a toujours, de développement là sur les années à venir? Déjà, je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure, le chemin a été considérable en termes de plateformes et de produits, en termes de- d'adhésion des professionnels en France. En 8 ans, nous sommes passés de 14 millions de membres à 30 millions aujourd'hui, c'est-à-dire C'est à peu énorme. près 90% de la population active. Et ce qui continue de nous occuper profondément, c'est cet ancrage à notre ambition d'origine, offrir des opportunités économiques à chaque membre de la population active mondiale. Et cette équité d'accès à l'emploi, à compétences égales, d'accès à l'emploi, d'accès au réseau, et d'accès à la formation et à l'information est profondément ce qui nous ancre et ce qui nous occupe chaque jour dans chacun des dispositifs de la plateforme et dans chacun de nos actes. Donc c'est poursuivre sur cette lancée. Et en particulier, un gros sujet, c'est aussi la fameuse génération Z, qui va encore se renouveler. Quelles sont leurs particularités? Je suppose que vos clients vous le demandent assez souvent. Comment je fais pour leur parler à cette nouvelle génération qui est instable? Voilà, on l'a décrit de mille manières. Vous, comment vous la percevez et qu'est-ce que vous dites à vos clients par rapport à tout ça? Alors, nous avons fait une étude récemment sur l'intergénérationnel qui portait sur 4 générations et sur les différentes attentes de chacune des 4 générations. On s'est aperçu qu'in fine, les éléments d'attente n'étaient pas forcément très différents. Des sujets tels que la flexibilité, tels que le bien-être au travail, tels que l'équilibre vie pro, vie perso, se retrouvent sur toutes les générations. Donc moi, je suis tentée quand même de m'inscrire en faux sur la stigmatisation de telle ou telle génération, sur les plus jeunes sont plus ci ou les plus âgés sont plus là. En revanche, ce qui différencie les générations, c'est plutôt dans les manières de travailler. Et effectivement, la génération Z va amener un rythme un peu différent, une manière de voir les choses très différente. Là où on génère du malentendu, je pense, en termes de différence d'attente, c'est qu'on a l'habitude de plaquer les attentes que nous avions lorsque nous avions 25 ou 23 ans aux attentes de cette génération-là maintenant. Évidemment, elles sont différentes parce que le monde du travail est différent. En revanche, quand on prend les attentes à aujourd'hui de toutes les générations, on retombe sur les mêmes ingrédients qui sont: quelle va être ma prochaine étape et qu'est-ce que je vais apprendre dans ta boîte. Si j'ai pas d'opportunité d'évolution de carrière, si elles sont pas claires, si j'ai pas d'opportunité de mobilité, le taux de rétention, il est beaucoup plus bas et ça c'est tout âge confondu. C'est très clair. Et une petite dernière question pour terminer. Si vous deviez vous dire quelques mots à la Fabienne qui était en prépa et qui intégrait le SC Lille ou aujourd'hui aux étudiants qui nous regardent, qu'est-ce que vous lui diriez en termes peut-être de conseils sur la vie professionnelle, comment est-ce qu'on peut trouver sa voie, monter peut-être les marges d'une entreprise ou autre? Qu'est-ce que vous auriez à dire et si vous avez un message à faire passer aux étudiants? La chose que je lui dirais, c'est la vie professionnelle est pleine de rencontres. Et ce sont les rencontres et la qualité de ces rencontres et la manière dont tu vas les entretenir sur la durée qui va faire que tu vas avoir des opportunités de découvrir des univers radicalement différents auxquels fort probablement tu ne t'attendais pas. C'est vraiment un jeu de rencontres en fait et d'opportunités qui se présentent comme ça. Écoutez, merci beaucoup. Moi, je trouve ça très, très enrichissant. J'espère que vous aussi. Bien sûr, on s'abonne, on like et on commente la vidéo. Je vous invite à faire votre profil LinkedIn, à le compléter si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite sur Plein de Grandes Écoles. Merci Fabienne et puis Merci à à très vous. vite. Au revoir.